Wesh les gens, c'est Revive. Et bienvenue dans cette nouvelle review du manga contenant le plus gros beau gosse de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Je suis actuellement en plein montage d'une toute nouvelle chronique jojoesque. J'arrive tout doucement à la fin, j'ai trop hâte de vous montrer ça, et je pense que ça va être fou. La sortie du nouveau chapitre de The Jojo Lands m'a donc coupé en plein élan, mais à la fois, qu'est-ce que j'en suis heureux. Parce que oui, on se trouve en plein milieu d'un mois de fou pour la partie. Déjà parce que le chapitre était exceptionnel, j'ai vraiment hurlé 2 fois, mais aussi parce qu'il marque la sortie du premier tome. Et avec ça, plein de choses donc. D'abord, la cover. J'avoue qu'en la voyant pour la première fois, j'ai été circonspect, carrément pas convaincu par la compo globale, et les lignes verticales en arrière-plan qui font carrément code barre. Mais avec de la réflexion, je la trouve top. Le choix des couleurs est excellent, le logo est superbe, et elle dégage globalement quelque chose d'inédit, qui appuie très fort son statut de nouvelle partie. Je suis simplement un peu chafouin avec ce Jojo. Autant la pose, bon ok, on l'a vu 10 fois, mais il fallait qu'elle soit présente sur le premier tome de la partie. Mais alors son visage, il est carrément moins beau que sur l'Ultra Jump. À croire que ça commence à devenir une habitude pour Araki, de faire des visages moins beaux sur les tomes que sur leurs équivalents dans le magazine de Shueisha. En tout cas la tranche est superbe. Je souligne carrément l'arrivée du violet sur le spine art, renforçant encore l'identité propre de la partie. Il va falloir attendre un petit moment, mais j'ai trop hâte de la voir en physique. Bien sûr, qui dit nouveau tome dit nouvelle citation d'Araki. L'homme dira qu'il aimerait beaucoup voir Jojo évoluer et devenir plus mature. À ça je réponds, oui Araki, nous aussi, mais ce travail repose sur tes épaules. Je lui fais en tout cas pleinement confiance. Sa photo témoigne par contre d'un homme qui commence à vieillir, et à casser le mythe du vampire. Mais il a encore des choses à raconter, alors laissons-le cook jusqu'à temps qu'il pourra. Le tome contient aussi d'autres bonus, comme les habituels petits sketchs entre chaque chapitre, et un emblème de la partie en dessous de la couverture, mais je ne vais pas m'y attarder 40 ans, parce qu'on a du pain sur la planche. Voici l'Ultra Jump du mois. Il est très beau, et j'aime beaucoup le choix des couleurs. Dommage que la compo soit peu ou prou la même que celle de la cover du chapitre 6, à la différence près que Dragona et Paco ont été inversés. Mais ça fait plaisir de la voir en couleur, parce qu'elle était sacrément cool. Enfin, au prix de nouveaux débats sur la couleur de peau de Dragona. Pitié, arrêtez. Les mêmes erreurs. Encore et encore depuis 20 ans. Comprenez un jour qu'Araki fait ce qu'il veut avec les couleurs. Et ce constamment. Si demain il veut faire un Usagi avec la peau rose, bah il le fera. Bref. Le chapitre se nomme donc Guérilla en pleine jungle partie 2. Mettant logiquement en scène la suite du combat, contre ces foutus chats dans la jungle environnant la villa de Rohan. La cover reprend simplement l'insigne de la partie, tel qu'apparaissant dans le premier tome, trônant au-dessus d'une île volcanique. Très beau donc, mais ok, on se met d'accord, c'est la dernière fois qu'on voit cette pose, ok? Si on s'arrête définitivement là, ça me va. Le tout est accompagné de la phrase d'accroche, les points se connectent avec des lignes. C'est vrai. Allez, c'était long mais c'est normal, il s'agit d'un mois important. Il est temps de retrouver notre groupe ligoté sous cet arbre, laissé en plan par notre lapin préféré. Ce chapitre, que spoiler vous avez compris j'ai absolument adoré, dépeint donc la suite du combat contre les chats. Et visiblement, même la fin. On a donc eu le droit à 46 pages de combat pur, et putain quel combat. Des utilisations de stands exceptionnels des deux côtés, des stratégies de malades, des dessins monumentaux avec une perspective et un découpage brillant, encore plus que d'habitude j'entends, un rythme et un enchaînement des événements si fluides, une mise en scène incroyable jouant avec nos émotions, ayant suscité autant de tensions que de moments de hype incontrôlables, c'était haletant, sans commune mesure, le chapitre le plus intense de la partie. Il est donc temps de revenir en détail sur tout ça. Étant donné le rythme et la narration du chapitre, je vais procéder comme pour la review du chapitre 4, et décortiquer tout ça de manière chronologique. Ce sera bien plus simple. On reprend donc où on en était la dernière fois. Jojo est pendu à l'arbre, essaye de s'en sortir tant bien que mal, tandis que Dragona et Paco sont en dessous de lui. Ils doivent s'assurer de rester ici, dans son périmètre d'action avec November Rain, pour être en sécurité. Les chats vont soudainement attaquer nos deux hommes à terre, se révélant en sectionnant des arbustes de manière chirurgicale, rapide et violente. Une superbe idée de mise en scène. Premier élément qui va amener l'attention haletante, qui ne nous quittera qu'à la fin du chapitre. Jojo cherche à briser la branche de laquelle parle le fil le maintenant captif, sur les conseils de Dragona, mais se rendra compte qu'il ne peut pas atteindre cette dernière. On a donc là pour la première fois, une explication quant à la portée verticale de November Rain. Il ne peut monter physiquement que jusqu'à une certaine hauteur. Jojo mentionnera les 7 mètres qui séparent la branche du sol,
laissant donc supposer que la portée de November Rain se trouve dans ces eaux-là. L'info, en plus d'être intéressante de fou, servira à la dinguerie que va faire Jodio d'ici quelques pages. Mais avant, c'est au tour de Paco de briller avec The Hustle. Il va en effet se servir de son stand pour contracter ses muscles et venir s'agripper au tronc, dans le but de sectionner la corde qui maintient Jodio tête en bas. C'est globalement la même idée que lors du combat contre Rohan, où il avait contracté pour s'agripper à l'aération au-dessus de lui. Je trouve que ça marche moins bien ici. L'action était moins claire, la faute à un découpage assez confus au moment où il contracte, et il y a moins cet effet de « wow » qu'on a pu avoir dans le chapitre 4 en découvrant la planche. Ceci dit, je chipote, c'est pas grave du tout. La scène n'a absolument pas les mêmes intentions, et l'idée de Paco était plutôt bonne en vérité. J'aime aussi beaucoup le fait que Paco ait cherché à se servir des ciseaux d'Usagi. Au début je me suis dit « what the fuck, il sort ça d'où ?» Mais en relisant le chapitre 3, il s'avère que ce sont les ciseaux qu'il a empruntés à Usagi, les mêmes avec lesquels notre lapin préféré a tout saccagé dans la maison de Rohan. Ce genre de petits détails rend les combats tangibles, crédibles, et renforce l'attachement au personnage. Ça fait toujours plaisir. Enfin, aussi bonne ait été l'idée de Paco, malheureusement ça va pas bien marcher. Puisqu'en effet, les chats se sont déplacés, et dominent désormais notre équipe du haut de la branche. Mon dieu que ce reveal était incroyable. Dragona qui regarde les fils en bas, puis en haut, découvrant en même temps que Jodio et nous, lecteurs, qu'un chat est tranquillement posé sur la branche. Puis le regard ahuri de Paco, et s'en suivra une page avec une contre-plongée merveilleuse, montrant la surprise de toute l'équipe en découvrant la scène, révélant les deux autres chats eux aussi présents sur la branche. This is cinéma. On ressent tout le poids que ça représente, que la menace vient d'en haut, et qu'à tout moment, une nuée de fils peut tomber sur nos personnages. Les chats vont confirmer nos craintes, et mettre en place leur attaque, révélant au passage que les fils sortent en réalité de leur fourrure, et plus précisément de leur queue. J'aime beaucoup l'esthétique, reprenant une des caractéristiques innées des chats. C'est en effet comme s'ils attaquaient lorsque leurs poils se dressent. Leur design a en tout cas beaucoup évolué depuis leur première apparition. Ils sont carrément plus stylés, et arborent un design les rapprochant bien plus d'un stand qu'auparavant. On est bien loin du corps élancé avec leur queue qui pointe et leur trou du cul apparent du chapitre 3. Une avalanche de fils va donc s'abattre sur nos héros depuis la branche, qui va définitivement bâillonner Jodio comme un poulet et faire sortir l'œil de Paco de son orbite. Bien crade, on ressent la pression surpuissante qu'exercent les fils. Dragona essaiera de sortir Smooth Operators pour les faire glisser, mais ces derniers ont pénétré trop profondément dans sa peau. Dernier élément de mise en scène, démontrant la force de lacération des fils. Mais alors que Dragona et Paco tombent KO, Jodio va sortir son clutch, son move à 300 de QI du chapitre. Si November Rain ne peut pas aller plus haut que 7 mètres en partant du sol, alors c'est Jodio qui va prendre de la hauteur lui-même. De cette manière, même si le stand est limité par une hauteur maximale en temps normal, il n'aura d'autre choix que de suivre son manieur. Jodio, alors à hauteur de la branche, pourra ainsi balancer sa lourde pluie sur les chats, tel un minigun, et à défaut de mettre fin au combat, pourra en mettre KO un des trois. C'est la première fois où j'ai hurlé dans le chapitre, et ce, dès lors que j'ai vu Jodio s'élancer, avec la bulle contenant un November Rain ultra stylisé, accompagné du ruban symbole du stand. La mise en scène de cette séquence est donc particulièrement folle. Je pense notamment à la case à l'arrière-plan vide, révélant November Rain et la hauteur qu'a pris Jodio avec. Et surtout, à cette double planche absolument monumentale. La perspective, le regard de Jodio, les yeux de chat dans les ronds, quel bonheur! De très loin la séquence la plus propice à un Ilven Todoro, jusqu'à maintenant dans The Jojo Lands. Il faut juste accepter le fait que Jodio soit assez compétent pour réussir à se balancer, alors qu'il est à ce point bâillonné. Mais c'est pas grave, je trouve l'idée d'utiliser November Rain à l'horizontale absolument exceptionnelle. Plus les chapitres passent, plus ce stand révèle son potentiel et devient intéressant. Voyant cela, les chats vont se hérisser et péter un plomb, lâchant un filet sur Jodio alors qu'il tombe en chute libre. J'adore cette idée de créer un filet, et l'apparence monstrueuse que les chats arborent ce faisant, après avoir perdu l'un des leurs. Je trouve cet enchaînement de séquences d'une fluidité remarquable. Remarquable, tout comme les planches montrant nos héros bâillonnés ensemble dans le même filet, dont les dégoulinades de sang contrastent merveilleusement avec le fond blanc. Mais, alors que nos trois héros allaient finir par être compressés et écrasés au sol, putain de merde. Dès que j'ai vu les pneus de la voiture foncer dans les airs, j'ai hurlé de toute mon âme pour la deuxième fois du chapitre. Je savais pertinemment ce qu'il se passait. Et si ça se trouve, si Usagi s'est barré dans la voiture, c'est peut-être parce qu'il a un plan pour tirer tout le monde de la merde. Comment ça fait une minute que je me fourvoie. Sortons de tout ça.
Le plus probable, c'est qu'en effet Usagi soit un traître depuis le début, et de mèche avec les chats. Mais à la fois, il y a tellement d'inconnus, de trucs qui me turlupinent un peu, que je laisse quand même un gros doute là-dessus. Bordel, j'ai eu raison de croire en toi depuis le début. Mon goat qui va arriver en défonçant l'arbre, et la voiture au passage, ils sont dans la merde, en faisant tomber les chats et en sauvant tout le monde d'une mort certaine. Le tout en sortant simplement un « Wesh les gens, c'est Usagi », tout innocent. Il est trop fort, putain. Il va commencer un long monologue expliquant ce qu'il s'est passé, débutant en disant à Dragona de demander un filet à Zomate Kudasai. Mais attention, pas un filet de poulet, hein, un filet pour attraper les chats, bien sûr. Il est trop fort, putain. S'il est parti à la voiture, ce n'est pas pour fuir lamentablement, non. Et alors là, tenez-vous bien, parce que si au fond de moi, je croyais dur comme fer que cette fuite faisait partie d'un plan d'Usagi pour sauver tout le monde, je ne savais pas comment, et je me serais jamais douté de l'ampleur du délire. Son but, c'était en fait d'aller chercher un burger qui traînait dans la voiture, qu'il avait laissé là après l'avoir acheté à l'aéroport. Burger à l'ananas d'ailleurs. Et il dira qu'il a distribué de la vente de ce burger au chat avant qu'il ne grimpe sur l'arbre. Mais dans cette viande se trouvait un ingrédient particulier ajouté par ses soins, du caviar. Le caviar, c'est cher. C'est un objet de valeur. Et cet objet de valeur, il est désormais dans le ventre de chacun des chats. Et est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un MacGuffin dans The Jojo Lands qui attire les objets de valeur à lui? Et oui, Usagi est actuellement en possession du rocher de lave. Ainsi, les chats vont être inexplicablement attirés par ce dernier, et se rassembler sur Usagi qui le tient. Dragona demande donc à Zomate Kudasai de créer un filet, Usagi lâche le rocher au dernier moment, faisant glisser les chats de son corps, qui vont ainsi tomber à terre et être pris au piège du filet. Wow, putain de merde, c'est absolument exceptionnel. C'est carrément perché, mais putain que c'est drôle et que ça fonctionne. Usagi qui brise la tension, en racontant son plan en long et en large, pendant qu'il va de révélation en révélation, c'est juste dingue. On se dit plein de choses au fil de ses explications. On va dans plein de pistes et on piche pas tout jusqu'à ce qu'il vienne évoquer le caviar et qu'il sorte le rocher. Là on se dit, oh putain. Et puis la manière dont ça se finit, avec Dragona qui demande le filet et les chats qui glissent. Zomate Kudasai est juste un stand de malade mental. Et allié à une telle utilisation à bon escient du rocher, c'est exceptionnel comme idée. Usagi n'est pas un traître suspicieux donc. Il est juste, comme je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, incroyablement intelligent. Comme il le dit si bien, il aurait pu se contenter de foutre des médicaments dans la bouffe. D'ailleurs, le fait qu'il évoque des médocs dangereux comme ça me fume la gueule. Ça reste un toxico. Mais non. Il en a profité pour tester le fonctionnement du rocher en faisant une expérience, qui a carrément porté ses fruits. J'aime tellement ce personnage. Aussi ambigu soit-il, il est juste carrément con dans ses relations humaines, faisant des vannes H24. Mais au fond, terriblement intelligent. Il partage carrément la vedette de ce chapitre avec Jodio. Les deux hommes ayant vraiment sorti des moves à 300 de QI, tandis que les deux autres ont enchaîné de lamentables fails, mais je les pardonne. En tout cas, cette idée d'objets de valeur qui sont attirés par le rocher, alors même qu'ils ont été ingérés par un être vivant, est audacieuse. Quelle en est la limite? Est-ce que ça ne s'applique qu'aux stands? Qu'aux stands précis mettant en scène des faux chats? Ou alors ça marche aussi avec les humains? Et dans ce cas, ça pourrait amener aussi quelque chose de plus métaphorique? À voir. Mais encore une fois, c'est audacieux. J'ai par contre pas compris exactement à quel moment les chats ont bouffé la viande. Est-ce qu'ils ont été distraits l'espace de quelques instants pendant que notre groupe était piégé? Dans ce cas, ça veut dire qu'Usagi est descendu de sa voiture, puis remonté dedans afin de foncer dans l'arbre. Niveau timing, ça fait short, je trouve. Ou alors c'est Zomate Kudasai qui a distribué la viande pendant qu'Usagi conduisait. Ça expliquerait pourquoi c'est le stand qui tient le sachet, sur la case expliquant ça. Dites-moi ce que vous avez compris, ça m'intéresse. J'aimerais terminer cette review en m'éloignant de la structure chronologique pour revenir brièvement sur les chats. Je n'irai pas jusqu'à faire un instant chat comme j'ai pu faire avec l'instant taureau de Jojo Lion, parce qu'ils vont sûrement vite disparaître de l'intrigue. Mais c'est véritablement l'élément mystérieux récurrent depuis quelques mois. On en a beaucoup appris sur le stand en lui-même. Puisque oui, c'est désormais confirmé à 99%, ces trois chats sont bien un stand. Une réflexion partagée indirectement par tous les membres de l'équipe, dont Paco, qui se demande juste si ce sont vraiment des animaux. Et justement, malgré ce statut de stand, j'adore le fait qu'ils agissent comme des vrais chats. Les poils qui se dressent, les soufflements, l'attirance pour la bouffe, avec même Jojo qui se demande s'ils veulent juste manger. Je trouve ça étrangement mignon. Pour continuer dans les trucs marrants, j'ai adoré la scène finale où tout le groupe se moque d'eux comme des débiles alors qu'ils sont capturés, et qu'ils se débattent et miaulent.
Encore une fois, ça reste des chats dans l'âme. On connaît désormais presque intégralement comment le stand fonctionne. Presque, car on ne sait pas encore s'il s'agit d'un stand automatique, dans ce cas à quoi est-ce qu'il réagit, ou alors s'il est plutôt contrôlé à distance. Et tout ça découle de la grosse inconnue persistante, l'identité du manieur. Jodio, alors qu'il se rendait compte que les chats étaient hors de portée de November Rain, se posera la question de si ces chats sont au courant de la portée des stands des membres de l'équipe. Je me suis initialement dit que ça voulait dire qu'on avait affaire à un manieur qui connaît notre groupe, et qui sait beaucoup de choses, mais en fait je pense plutôt que ce sont juste des infos que les chats ont eues en observant les combats dans la villa de Rohan. Jodio prendra conscience à la fin de l'importance du rocher de lave, car en effet, quelque chose observait la villa de Rohan avant même leur arrivée sur l'île. Ça vient implicitement confirmer que le manieur des chats en a après le rocher donc. Dans les circonstances actuelles du récit, je suis quasiment convaincu qu'on verra le manieur du chat dans le prochain chapitre, ou à défaut très bientôt. L'occasion d'enfin savoir ce qu'il veut exactement, qui il est, et surtout, voir l'état dans lequel il est. Car c'est vrai, ça fait physiquement quoi au manieur quand seulement un chat sur 3 est blessé? On le saura très bientôt. Ce chapitre était en tout cas véritablement exceptionnel. Un combat haletant et un scénario qui avance. Et ce, avec des personnages qui deviennent de plus en plus attachants à chaque chapitre. Rien que les petites vannes qu'ils font me régalent. La cohésion de groupe est juste incroyable. Un groupe du genre à se moquer de chats emprisonnés dans un filet comme des gros nulos, après avoir échappé à la mort. Et puis le regard plein d'étoiles de Paco quand il voit qu'Usagi est revenu, il dégage un sacré truc. Je l'ai dit 400 fois dans la vidéo, mais putain que c'était bien mis en scène. Les utilisations de stands hyper ingénieuses, la perspective, les idées de dessin incroyablement engageantes comme ces noms et stands à la typo stylisée, et la manière dont Jodio est dessiné à la fin. Qu'est-ce que ça se lit bien, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est fluide. J'aime trop tous les événements qui se passent depuis le premier chapitre. Ça s'enchaîne superbement bien. Il y a un véritable flow dans l'avancée du récit qui fait juste trop plaisir. Les mystères sont très vite résolus. C'est super bien rythmé. Les personnages brillent chacun à leur tour. On commence à avoir les premiers moves à 300 de QI qui font hurler. Et surtout, putain que c'est créatif. C'est fou qu'Araki ait toujours des idées aussi folles après presque 37 ans. The Jojo Lands, c'est incroyable, d'une fraîcheur vivifiante, et je suis certain que ça continuera à l'être. J'ai trop hâte de découvrir la suite. Le combat contre les chats est a priori terminé, on sait jamais avec Araki certes, mais je pense qu'on va avoir désormais droit à de sacrées avancées dans le scénario. Nouveaux personnages, nouveaux lieux, nouveaux enjeux, retournement de situation et révélations, ma hype est à son maximum. Et bien voilà, cette review est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez kiffé le délai de sortie assez court, donc du jour pour le lendemain. Je l'ai vraiment fait dans des conditions superbes, celle-là vraiment. Je suis on fire, en train de bosser sur la prochaine chronique, sur la review en même temps. Je profite de la fin des vacances pour bosser comme un ouf, le tout en prenant du plaisir. Sachez que je vais très très bien et que j'ai absolument aucun stress. Donc juste ça me régale et j'espère que mes productions s'en ressentent, en tout cas que c'est fait dans des conditions très appréciables. Le seul problème c'était l'enregistrement parce qu'il fait vraiment très très chaud et ça me demande toujours de couper mon ventilo et de fermer les fenêtres l'espace de quelques instants. Mais à part ça, le chapitre était tellement ouf que c'était vraiment un bonheur à faire cette review. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous avez pensé du chapitre aussi, c'est extrêmement important, vu qu'on a eu le droit à un sacré chapitre et je pense qu'il y a matière à bien théoriser, à bien faire des débats, à bien revenir sur ce chapitre ô combien incroyable vraiment. Et de mon côté donc je retourne terminer la chronique jojoesque, la prochaine chronique jojoesque qui va arriver donc dans les semaines à venir. Soyez pressés, soyez hypés parce que je vous promets que ça va être fou, j'ai absolument tout donné et j'ai trop hâte de vous montrer ça. Mais en attendant, je remercie tous les donateurs qui supportent la chaîne tous les mois, merci à vous, c'est absolument incroyable. Et bien sûr, merci à tous ceux qui regardent, partagent et likent les vidéos, ça aide énormément. Allez sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, une bonne matinée, ce que vous voulez. Et n'oubliez pas que Jojo, c'est quand même vachement bien.